Eh bien, bonjour, bienvenue à cette classe des maîtres. Nous sommes au dernier jour du festival. Quoi de mieux pour que nos marins et nos parraines nous livrent tous leurs secrets de fabrication. On disait que tout à l'heure, en discutant, que toute la grâce d'un excellent scénariste, c'est de faire oublier le scénario dans le film. Mais là, on va vous faire, puisque je vois qu'il y a quand même pas mal d'auteurs dans la salle, on va vous livrer un peu quelques secrets de fabrication, bien entendu. Vous raconter comment c'est fabriqué, comment tout ça s'écrit à quatre mains. Donc voilà. Ce que j'aimerais bien, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu le film, La lutte des classes, ces gens-là ont écrit La lutte des classes et ils méritent tous vos applaudissements quand même. Je vais très bientôt passer la parole à Laetitia Kugler qui nous a fait la gentillesse de venir accoucher la parole et décortiquer le scénario. Laetitia fait partie d'une association qui s'appelle les Lecteurs Anonymes, qui est notre partenaire, et j'ai demandé à Anna, qui préside les Lecteurs Anonymes, de présenter l'association. Merci Rémi. Juste voilà, je ne prends pas beaucoup de votre temps, mais je suis Anna Marmiès, la coprésidente de l'association Lecteurs Anonymes, je mets pour qu'on voit un minimum, qui est une association qui défend les lecteurs et consultants en scénario, donc toutes ces personnes qui travaillent dans l'industrie du cinéma, qui ont les scénarios entre les mains, qui font des retours, etc., qui discutent avec les producteurs, les auteurs. Et donc on défend les lecteurs et les consultants, mais on défend aussi de manière générale la culture du scénario en France, avec notamment sur notre site internet accessible, donc lecteuranonyme.org, une scénariothèque sur laquelle on a à ce jour environ 80 scénarios de longs métrages francophones qui sont sortis en salle, dont évidemment La lutte des classes de Michel Leclerc et de Baya Kasmi. Et le nom des gens. Comment ? Et le nom des gens. Et il y a aussi le nom des gens tout à fait sur notre scénariothèque. Donc je pense qu'on avait fait passer l'information, donc certains d'entre vous ont sans doute déjà consulté le scénario, mais si vous voulez le consulter à la suite de cette masterclass, n'hésitez pas. Et voilà, et on organise aussi assez régulièrement des Q&A, donc qui sont animés par Laetitia Kugler, où on rencontre des auteurs, des scénaristes qui parlent de la manière dont ils développent leur scénario, de leur processus d'écriture, et c'est ce qu'on va voir tout de suite maintenant avec la lutte des classes. Et voilà, merci beaucoup à tous et bonne masterclass. Bonjour, merci d'être présent. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon film ? Comme la bande-annonce le dit, c'est bien d'avoir un bon scénario déjà. Ça part mieux, évidemment. Donc Baya Kasmi et Michel Leclerc, je ne vais pas faire votre bio, voilà. Vous êtes tous les deux scénaristes et réalisateurs, ensemble et séparément. César du meilleur scénario pour Le nom des gens en 2016, et vous êtes tous les deux passés par le court-métrage avant de faire du long et de la télé. Vous avez touché à tous les formats, ce qui est quand même très intéressant. La lutte des classes, c'est le 3e scénario de long métrage ensemble, j'ai vu. Le film est sorti en 2019. Le 4e. Le 4e ? Oui. Parce qu'il y a Sim. Ouais. Il y a le Je suis à vous tout de suite. Ah, il y a Je suis à vous tout de suite. Ah, Je suis à vous tout de suite. J'avais pas vu que tu avais travaillé dessus. Oui, effectivement. Effectivement. 4e. Je vais vous laisser faire le pitch en 2 mots pour les gens qui n'auraient pas vu le film, mais qui j'espère vont avoir envie de le voir à l'issue de cette masterclass. Le pitch, alors ouais. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu à pitcher le film. De quoi ça parle déjà ? Justement, le meilleur pitch, c'est sur le souvenir. Pris la tête à l'écrire, tu te souviens ? Oui, oui, ça. Non, mais ce qu'on peut dire en préliminaire, c'est que oui, c'était un scénario qui nous a demandé énormément de travail, qui a pris énormément de temps, qu'on a pris énormément de temps à écrire, et qui a posé énormément de problèmes à toutes les étapes. Donc c'est pour ça que, pour le coup, parler en détail de ce scénario est intéressant, parce que c'est vraiment des questions de scénaristes qu'on s'est posées vraiment quasiment à chaque scène. Alors le pitch, c'est une famille dite, alors parce que
Alors, s'il y a bien quelque chose qui est compliqué dans ce scénario, c'est que tous les mots qui abordent le sujet du film sont piégés. Donc déjà, ça commence. Si je commence à dire c'est une famille de bobos, rien que le mot bobo, déjà, ça recoupe. Qu'est-ce que ça recoupe? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin voilà, c'est une famille de bobos dont elle est d'origine maghrébine, qui vivent à Paris et qui décident de venir vivre à Bagnolet, Bagnolet étant la ville où elle a grandi. Et sauf que elle a changé, elle notamment, de caste sociale, et elle revient un peu en bourgeoise, ce qu'elle n'était pas quand elle était petite. Et puis voilà, à partir de là, ils mettent leur fils de 9 ans dans l'école de quartier. Et à un moment donné, ils ont le sentiment, alors est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que c'est la vérité, que leur fils a des problèmes à l'école et qu'il est considéré un peu comme le petit blanc de service, ce qui est très ironique, notamment par rapport au personnage de Sophia. Et donc, à partir de là, ils vont se poser la question de savoir s'ils doivent le laisser dans cette école qui correspond à leurs valeurs politique, à leur idéal de société, qui est évidemment un idéal de mixité, ou s'ils doivent privilégier la protection de leur fils, et donc l'enlever de l'école pour le mettre, par exemple, dans une école privée catholique, qui est totalement contraire à toutes leurs idées, mais peut-être pour protéger leur fils, et voilà. Sachant que tout le film évolue dans une espèce d'incertitude totale, à la fois sur la réalité de la situation, c'est-à-dire que en tant que parents, ils ne savent pas finalement si leur enfant souffre véritablement, ou si c'est une image qu'ils projettent sur lui, ou si est-ce que ça va s'améliorer ou pas. Et de la même manière, le choix qu'ils vont faire implique énormément de choses sur la projection de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, et de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes l'un envers l'autre. Donc ça va vraiment déstabiliser leur couple, parce que eux ont cette image, veulent avoir cette image d'eux-mêmes de personnes qui sont ouvertes aux autres, qui sont de gauche, qui sont pour le mélange, et qui n'ont pas du tout de problème avec ça. Et surtout, ils espèrent ne pas avoir de préjugés, je pense, et ils vont se coller à leurs propres préjugés. Voilà, et ce qu'il faut dire, c'est donc un film qui est essentiellement qui est même que du point de vue des parents. C'est pas un film qui est du point de vue de leur fils, par exemple. Non, par contre, c'est effectivement le point de vue des parents, mais on a la trajectoire du fils. C'est la trajectoire des parents et du fils, ce qui vous permet, on y reviendra tout à l'heure, mais d'utiliser pas mal le procédé d'ironie dramatique. Le procédé d'ironie dramatique, c'est quand un personnage ignore ce que fait ou dit un autre personnage, mais que le spectateur est complice. Donc lui sait ce qui se passe. Et ça c'est assez enthousiasmant dans le film. Oui, parce que effectivement, très souvent, dans ce film-là en particulier, des fois le spectateur est en avance sur les personnages, des fois il est en retard, et évidemment, des fois nous on voit des choses qui se passent dans l'école, et par définition les parents ne sont pas dans l'école, et donc des informations leur échappent. Évidemment, tout ça c'est assez amusant de jouer avec ça dans un scénario. Il y a notamment une scène où ils observent leur enfant de la cour dans une idée assez paranoïaque. Et donc, c'est un moment où, en fait, ça se passe très bien pour lui, où il va finalement trouver une place. Et du coup, tout le monde l'entoure et eux sont absolument persuadés. Donc, on voit leur point de vue, qu'on comprend. Eux sont absolument persuadés que leur fils est en train de se faire taper, menacer, racketter, que sais-je encore, alors qu'en fait, il est en train justement d'être accepté. Exactement. Alors juste, j'ai pas du tout en introduction expliqué comment ça allait se passer. On va s'intéresser aux problématiques d'écriture, à la dramaturgie du scénario, d'où l'intérêt de le trouver en libre accès sur la scénariothèque de Lecteurs Anonymes. Si vous voulez aller voir certaines séquences, allez vérifier par vous-même les pivots dramatiques ou que sais-je encore, le traitement des personnages. On va évidemment voir des extraits du film aussi, pour voir à quel point parfois l'écriture diffère de la réalisation, du résultat à la réalisation. Et puis on gardera un petit peu de temps pour vos questions à vous à la fin de la séance. Avant de plonger
de mettre les mains dans le cambouis, comme qui dirait. Je voulais juste vous interroger sur la manière dont vous écrivez à 4 mains. Ben, c'est très compliqué. Il n'y a pas de règles. C'est-à-dire que plusieurs de nos films sont nés de rumination. C'est-à-dire de sujets qui, pour une raison ou une autre, faisaient écho à notre vie. Et que, à un moment donné, le débat s'instaurant entre nous donne lieu à une envie d'en faire un film plutôt que de divorcer. Non, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, sérieusement. Non, mais parce que souvent, c'est vrai que, notamment, d'ailleurs, le sujet en question, on l'a écrit. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de parler de l'école et de l'école publique et des différences entre écoles publiques et privées. Enfin, disons que c'était un sujet, on va dire, sur lequel on avait des petites du clignotant parce que sachant qu'on a quand même, enfin, on a des idées de gauche a priori, et qu'on est a priori pour l'école publique, on a tous les deux fait notre école dans le public, mais dans des écoles très différentes. Où moi j'ai vécu en banlieue et l'école publique parfois m'a posé des gros problèmes. Toi, tu as Moi, j'étais aussi en banlieue, mais pas la même. Voilà, donc c'était plus tranquille, on va dire. Tranquille, ouais. Mais quoi qu'il en soit, on a gardé quand même cette valeur commune. Et c'est vrai que habitant dans l'Est parisien, que ce soit à Bagnolet ou à Paris 20e, on était confrontés en permanence, en fait, nous-mêmes et puis autour de nous, à ce débat incessant entre les parents qui était toujours de dire est-ce que c'est la bonne école, est-ce que c'est pas trop dangereux. Donc voilà, c'est des comportements qu'on avait observés et qu'on avait parfois même ressentis chez nous un peu honteusement, d'aller regarder, voilà, en gros, quelle tête ont les enfants. Enfin, des trucs vraiment très honteux que les gens font, qui peuvent sous-entendre plein de choses assez craignos de l'image qu'on se fait de quelle est la bonne école. Y compris quand on est issus de l'immigration, tous les deux, par exemple. Mais quand même, on voulait gratter ce truc-là, on va dire, qui est vraiment craignos, quoi. Et dont on parle jamais. Et dès qu'il y a de la honte, il y a bon sujet de film. Non, mais c'est vrai, ça, je pense vraiment, c'est quelque chose dont on a honte. On se dit, ah bah tiens, il faut peut-être écrire là-dessus. Ouais. Oui, donc, c'est ça, parce qu'on se disait quand même qu'il n'y a pas grand monde qui écrit là-dessus. Il n'y a pas grand monde qui dit. C'est-à-dire qu'on avait observé quand même aussi tous les chemins un peu compliqués de l'esprit par lesquels chaque parent, voulant changer son enfant d'école, ce qu'on a dû faire nous aussi d'ailleurs à un moment donné, que ça soit pour aller dans le privé ou pour tricher sur son adresse dans le public, avait une façon, quand elle n'était pas de droite, assumant l'idée de vouloir la meilleure école pour avoir la meilleure place plus tard et un milieu très protégé, ce qui est le cas de beaucoup de parents aussi. Mais dans notre milieu de gauche, il y avait toujours des chemins un peu comme ça. Oui, non, c'est parce que oui, il est quand même un peu particulier, il est très sensible. Il est à fort potentiel. Le surdoué, le coup du surdoué, ça marche bien, ça, c'est drôle. Voilà. Puis l'école est plus proche de la maison, et puis il y a des méthodes avancées, enfin des trucs de genre. Donc il y avait ça, et finalement l'écriture s'est vraiment lancée autour de conflits très forts entre nous qui se sont réveillés parallèlement dans la tension en fait qu'il y avait en France après les attentats Charlie Hebdo puis le Bataclan, et le fait que dans le même temps notre fils avait des problèmes à l'école suite au départ de beaucoup d'enfants aussi dans le privé. Du coup, il avait perdu ses meilleurs copains et il était un peu isolé autour de sujets comme la religion. Il rentrait en disant « je suis le seul qui ne croit pas en Dieu ». Enfin, des choses qui nous angoissaient et qui parallèlement se projetaient aussi dans cette histoire d'attentat. En fait, pardon. On n'a pas inventé grand-chose. On est vraiment parti de ces idées-là. La seule chose, c'est que je pense que si on a écrit, c'était pas tant autour de ce problème que du fait que nous-mêmes, on savait pas du tout comment gérer ça. C'est-à-dire qu'on se disputait, on changeait de point de vue. C'était assez violent entre nous, en fait, parfois.
autour de cette angoisse. Et c'est vrai que le fait d'écrire un scénario là-dessus, ben, ça a tout détendu, parce que tout d'un coup, on sort le matériau de tension devient un matériau de travail, et nos idées deviennent aussi des idées de personnages. Et soudainement, ça devient hyper intéressant, parce qu'on ne parle plus comme voilà, un être humain en colère et on met perdu. une distance, quoi. On met une On met distance. une distance. Et la fiction est le lieu des pensées secrètes ou des pensées, enfin je le redis, hein, des pensées honteuses. On peut vraiment passer par des personnages pour leur faire dire des choses que on ne se permet pas de dire dans la vie, on ne s'autorise pas à dire dans la vie. Et nous, on a toujours pensé que écrire des scénarios, y compris de comédie, permettait d'y aller, quoi. Parce que sinon, c'est pas la peine. Si on peut pas un peu interpeller le spectateur, éventuellement le choquer, pour qu'éventuellement lui se positionne par rapport au personnage en disant mais là, quand il dit ça, franchement, ça craint, quoi, il exagère. Enfin voilà, c'est fait pour ça, les films. Le traitement est satirique, hein. Donc effectivement, c'est ce qui fait que vous allez très loin. Oui. Ben, c'est ça aussi que permet la comédie. C'est-à-dire que souvent, il y a une espèce de malentendu sur l'idée de caricature. C'est-à-dire que c'est évident que pour faire rire, on doit pousser des situations. C'est-à-dire que, je sais pas, l'institutrice, par exemple, ok, il n'y a pas exactement d'institutrice comme ça, voilà. Mais on pousse quelque chose qu'on a ressenti, qui est que des instits, des fois, ont peur de dire les choses, qu'elles utilisent comme ça un espèce de langage de pédago. C'est le jargon de l'éducation nationale, hein, donc le il n'y a pas jargon besoin de d'aller l'éducation chercher loin. nationale, et qu'on demande aux instits, comme cette histoire de alerte attentat, des trucs qui ne sont pas du tout dans leur formation de départ. Et donc voilà, donc pour faire de la comédie, on doit pousser une situation, mais par contre, nous, on a à cœur que la situation de départ soit juste. Donc s'il y a caricature, elle part de quelque chose qu'on espère ressenti et honnête. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on va dire, l'autobiographie nous intéresse pas beaucoup en réalité. Je pense en tout cas, par contre, que c'est un outil pour nous, c'est-à-dire que effectivement, ça nous facilite les choses de partir de choses très intimes qu'on a remarquées, qu'on a vécues, partir de nos paradoxes. Ça nous aide énormément à aller loin dans les histoires. Et du coup, à pas être un peu théorique, quoi. Oui, parce que souvent, l'autobiographie, ce qui est vraiment pas... Et t'as raison, on s'en fout de... Mais par contre, la vraie vie est complexe. C'est-à-dire que dans la vraie vie, on peut avoir des pensées... on a tous des pensées contradictoires. Et on a tendance, quand on écrit un scénario à partir de rien, de dire ce personnage, il doit penser comme ça et il ne doit jamais sortir de ses clous. Alors que quand on s'inspire, quand on essaye de décrire quelqu'un qu'on connaît vraiment, on s'aperçoit qu'en fait c'est complexe. On peut être une chose et son contraire. On peut faire des choses pas logiques. Et évidemment, ça nourrit beaucoup la fiction. Et surtout quand on fait de la fiction de personnages. Mais ça, c'est très vrai ce que tu dis. Les personnages sont très complexes. Ils sont ni clichés, ils partent d'archétypes, ça, il n'y a pas, évidemment. Hein, mais ils incarnent une complexité profonde et qui va de pair, à mon avis, chez vous, avec la manière dont vous exposez et dont vous traitez du début à la fin des thématiques et des sujets en profondeur, en allant toujours, au fil du film, plus profondément dans les variations, dans l'approfondissement des sujets que vous avez plantés, soit au début, soit d'ailleurs à d'autres endroits, parce qu'il y a des sujets, par exemple le mariage, qui arrive assez tard dans la narration, mais ça devient un vrai sujet et qui est tenu jusqu'au bout. Oui. Donc ouais, profondeur des personnages, complexité, et profondeur aussi du traitement du sujet principal et des thématiques tout au long du scénario. Mais parce que ça, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun tous les deux, c'est que on est nous-mêmes dans une... Par exemple, quand on traite de sujets sur l'identité, on est nous-mêmes dans une complexité identitaire. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on ressent très, très fortement. Oui, parce que c'est des scénarios, en fait, où il y a... ça part souvent... Enfin, c'est marrant, je pense qu'il y a des points communs entre
entre Le Nom des gens, La lutte des classes, mon film. Oui, effectivement, il y a un mouvement de cercle concentrique parce qu'on parle surtout des personnages, soit de la rencontre de personnages, soit c'est la rencontre de deux personnages qui les met face à leurs contradictions ou qui les oblige à se déplacer. Et à partir de là, on questionne le personnage est obligé de bouger. Et donc, du coup, il y a rarement de grands événements extérieurs qui arrivent et qui font changer le... Et là, c'est pareil, sur l'école, c'est plutôt... Il y a une seule situation, enfin, la première situation, et ça libère chez eux tout ce qui les sépare, en fait. Et à partir de là, c'est les deux personnages qui créent le mouvement de l'histoire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de conflits externes, il n'y a pas beaucoup d'obstacles, vraiment, c'est toujours des conflits internes, c'est toujours du dilemme, c'est toujours quelque chose qui va chercher profondément le personnage dans ses convictions a priori, oui. Et qui le fait évoluer. Oui, oui, c'est ça, oui. Alors, on peut peut-être passer au scénario à proprement parler, même si tout ce qu'on vient de dire concerne le scénario. Ce qui m'a frappé dans le scénario et dans le film aussi, c'est l'efficacité narrative, c'est l'efficacité à l'écriture. Alors à l'écriture scénaristique et à l'écriture filmique. Et ça, dès le début, dès la première séquence, l'exposition commence par une ouverture, ce qu'on appelle in medias res, au cœur de l'action, et plante la famille. Puisqu'on est dans l'appartement avec Paul, Sophia et les enfants, Manon et Corentin, et qu'on est dans la vente de l'appartement qui se concrétise. Alors là, déjà, dans cette exposition, moi j'ai vu des différences entre le scénario et le résultat. Et Nous, on se souvient plus du scénario. Je vais vous dire, je vais vous raconter. On l'a pas relu. J'ai trouvé que dans le film, le positionnement de Sophia était plus ambigu que dans le scénario par rapport à la vente de l'appartement. Puisque dans l'appartement, elle n'avait pas d'ambiguïté ou comment dire, de séparation par rapport avec Paul sur le sujet de la vente de l'appartement. Ah oui. Elle tiquait un peu, oui. Mais là, quand même, elle fait un signe au vendeur pour lui dire oui, il vient de dire ça, mais bon, je vous appelle parce que je suis pas trop d'accord. Ceci étant, les phrases sont exactement les mêmes. La maison de Bagnolet est à 401. On pourra pas. C'est ce que tu veux. Ça nous fera un crédit de 150 000, ouais. C'est beaucoup. Donc, je pense que quand même, il y a quand même cette idée dans le scénar. Ah non, mais il y a l'idée dans le scénar. Mais c'est vrai que c'est la comédie de. Et puis ensuite, il y a la disparition de la voix off. Ah oui. Il y avait une voix off dans le scénario qui parlait du syndrome du cockpit. Oui. Le syndrome du cockpit étant créé un danger supérieur à celui qu'on courait initialement. Oui, alors ça je peux expliquer peut-être. Ah bah oui, bien sûr. Donc, parce que ça fait partie de ces choses, qui est une des toutes premières choses auxquelles on a pensé et qui nous semblait très importante quand on l'écrit, on était très contents, et pour s'apercevoir qu'en fait c'était totalement inutile. Parce qu'en fait, d'ailleurs tu pourrais lire la voix off, ce serait intéressant parce qu'en fait cette voix off c'est le résumé de l'idée du film. Mais une fois qu'on a écrit le film, on s'est dit mais pourquoi la garder ? C'est ça. Oui, alors je vais le lire, voilà. Donc, le camion de déménagement passe en dessous des Mercuriales, les tours jumelles de la porte de Bagnolet. Une voix, peut-être une émission de radio, dans l'habitacle du camion. Voix off. Le 11 septembre 2001, comme chacun sait, des terroristes sont entrés dans le cockpit des Boeing 767, ont neutralisé les pilotes, pris les commandes pour précipiter les avions dans les tours. Des plans de l'anarchie architecturale de Bagnolet, etc., etc. Je continue la voix off. La voix off. Après le 11 septembre, les compagnies aériennes ont décidé de sécuriser les cockpits des avions de ligne. On a installé des portes blindées, un système permettant aux pilotes de verrouiller les cockpits de l'intérieur. Mais le 24 mars 2015, Andreas Lubitz, pilote allemand dépressif, profite que son copilote soit allé aux toilettes pour verrouiller de l'intérieur la porte du cockpit et précipiter son Airbus sur le flanc d'une montagne. Le temps de la descente, le copilote et les voyageurs ont tout fait pour casser la porte du cockpit. En vain, elle était blindée, 149 morts.
En voulant se protéger d'un danger, on en a créé un autre, peut-être pire que le premier. C'est ce qu'on a appelé le syndrome du cockpit. Bon, alors là, toutes choses égales par ailleurs, hein, quand même, on n'est pas... on est dans une... Ça fait rire quand même, c'est cool. Oui, donc il y avait cette Tragique. idée dès le départ du film d'inscrire le film dans un climat un peu de paranoïa, de peur. Et ça c'est un truc très très important parce que en fait, au fil des versions, ça a un peu changé. Et de se dire, donc il y a toute cette thématique dans le film de la sécurisation de l'école, qu'on commence à mettre des portes opaques, qu'on met des caméras, qu'on met des choses, et que à force de vouloir se protéger de tout, on crée des risques plus grands que ceux contre lesquels on veut se protéger. Et donc voilà, c'est l'histoire du film qui va jusqu'à l'écroulement de l'école, qui est évidemment un écroulement symbolique. Et de dire voilà, à force, et en gros, si je traduis ça dans le film, c'est que à force de vouloir absolument protéger de tout ses enfants en les mettant à l'abri de tout, et ben on crée peut-être une société séparée, où on sépare par exemple les classes sociales. Et donc explosive. Et donc potentiellement explosive dans le futur. Et ça, c'est vraiment l'idée centrale du film. On envisage la situation vraiment personnelle de Paul, Sophia et Corentin, ça se retourne contre eux. Puisque à un moment, ils perdent leur fils, ils savent plus où il est, puisqu'il a fugué de la nouvelle école, oui, dans laquelle il était censé être bien mieux que dans son ancienne école. Oui, ben voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis oui, donc c'est cette idée, bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est le rapport aussi aux difficultés. Mais bon, ça, je pense que il y a plein de détails qu'on avait remarqués puis qu'on n'a finalement pas réussi à mettre dans le film. Mais c'est un peu aussi cette scène avec l'alerte attentat, c'est-à-dire que c'est vrai que une société qui fait faire ce genre de choses à tous les enfants dans toutes les écoles de tous les âges chaque année, alors que bon, même s'il y a un terroriste qui rentre dans une pièce, je pense pas qu'en se mettant sous les tables, on va protéger les enfants si vraiment il veut les tuer. Mais c'est vrai que c'est quand même l'idée qu'on fait des générations de gens qui ont peur qu'on vienne les tuer dans leur école. Enfin, et cette question-là, on se disait, mais merde, on la pose jamais. Hein. Moi, encore aujourd'hui, il y a ça dans toutes les encore écoles. Aujourd'hui, on a acheté cet été à notre fille un truc qui s'appelle un strings. Ce n'est pas un string, hein, je vous rassure. C'est une grande ficelle qui ressemble en gros au fil de laine, et où on fait des machins comme ça, on les met sur les mains. Et on faisait ça quand on était, quand les grands-mères. C'est vraiment un jeu très vieux. Et en fait, elle cherche désespérément des enfants qui peuvent faire ça avec elle dans la cour, mais les parents sont contre parce qu'ils ont peur que les enfants s'étranglent avec. Donc en fait, Ah oui. Voilà. Et donc il y a quand même des enfants qui ont des portables pour qu'on les protège, etc., où ils peuvent regarder n'importe quoi sur Internet pour qu'on puisse les appeler. Mais par contre, ce jeu, il est dangereux parce qu'il risque de s'étrangler avec. Moi, je trouve ça drôle, mais évidemment, il y a plein de détails qu'on voulait mettre. C'est une question de société tout entière. Et quelle prise de risque on est prêt quelle dose de risque on est prêt à prendre, nous, ou à faire prendre à nos enfants, et sachant que, mais c'est déjà un sujet d'ailleurs dans le nom des gens, c'est-à-dire que cette société du risque zéro est un peu absurde, parce qu'on peut rester chez soi, ne pas bouger, rester dans son lit, et il n'y a plus de risque, mais il n'y a plus de vie non plus, voilà. Alors pour revenir... Sympa comme discussion. Pour revenir à quelque chose de plus gai. Si vous lisez le scénario... Ah, il y a déjà quelqu'un qui dort, merde. Si vous lisez le scénario, je vous invite à être assez attentif dès le début aussi aux descriptions. Aux descriptions qui sont hyper précises et très détaillées. Alors on se dit, oui, l'écriture scénaristique, ça va être des mots et des images, alors normalement ça doit être très précis, etc. En l'occurrence, c'est pas toujours très précis. Et là, vraiment, l'écriture est extrêmement précise, ce qui fait toujours qu'on se repère très bien dans les lieux et les espaces. On a vraiment
on est vraiment immergé à la lecture, hein, même quand on n'a pas vu le film, dans les lieux et les espaces de manière très très organique. Et ça, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'est le cas chez vous. Mais ça, c'est aussi parce que on a vécu 10 ans à Bagnolet que ça, c'est encore ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'autobiographie. Mais à partir du moment où on connaît très bien un endroit, on est quand même c'est quand même plus facile de l'écrire et de voir ce qu'il y a d'intéressant dans cet endroit. Oui, mais c'est aussi le défaut parfois de très bien connaître et du coup d'être dans sa connaissance et de ne pas transmettre. Ah oui. Les infos, ne pas transmettre voilà, ce qu'on connaît. Oui. Donc là, pour le coup... Et c'est un danger aussi quand on parle de choses personnelles, comme ça, ce truc du recul, quoi. Du recul nécessaire, effectivement. Et ça, je pense qu'aussi, c'est un muscle, et qu'on a travaillé là-dessus dès le départ, et que aussi on est deux, donc oui. Ça aide beaucoup aussi la co-scénarisation, parce que on se pose toujours ces questions-là, dès qu'on a une idée de scène... Est-ce que c'est intéressant justement pour les autres ou est-ce que c'est quelque chose d'anecdotique Parce que trop personnel. Et si c'est trop personnel, peut-être réfléchir à la manière de le déplacer. Ouais. Faire rire est un bon moyen de faire passer quelque chose de très intime aux autres. À partir du moment où les autres en rient, c'est que on a trouvé la bonne distance. Alors, pour revenir à l'exposition, elle est assez progressive. On passe de la maison à la découverte du quartier et puis à la découverte de l'école. L'école qui est le centre de gravité du film, hein, et puis qui concentre quand même les différents enjeux des différents personnages. Et c'est justement le premier extrait que j'aimerais qu'on regarde. D'une part, une scène dans l'école avec Baya qui fait l'institutrice. Et pour vous familiariser avec cette institutrice qui ne parle qu'en langage officiel de l'éducation nationale et qui est très drôle. Et puis l'incident déclencheur du film qui est l'incident des ciseaux qui va bouleverser l'équilibre des personnages très tôt dans le film. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'une efficacité à l'écriture, hein. Parfois, on est obligé d'attendre 15-20 minutes avant que l'histoire puisse commencer. Et puis là, c'est vraiment... là, on est à 5 minutes, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment très, très efficace. Est-ce qu'on peut voir le premier extrait ? C'est extrêmement drôle, mais comme tout le film. Ce qui m'intéresse avec ces séquences-là, c'est... D'abord, ça c'est le deuxième extrait. Ce qui m'intéresse avec la scène de l'école, c'est que je trouve qu'il y a une dimension métonymique dans la séquence. Cette séquence, je trouve que c'est quand même un échantillon de tout ce qui va constituer le film en termes de thématiques, d'objets de satire, et des enjeux et des micro-enjeux pour les personnages. On a l'éducation, on a l'école publique, et il y a un phénomène d'action-réaction, puisque dès la séquence d'après, les amis vont mettre leur fils direct dans le privé. Il y a la question de la laïcité. Donc voilà, cette séquence-là, pour moi, elle est vraiment presque programmatique de tout ce que sera, de ce que sera le film ensuite. Qu'est-ce que vous avez travaillé comme intention dans cette séquence ? Laquelle ? Celle des ciseaux ou celle Alors, d'abord celle de l'école. Je dirais. Déjà, je peux juste dire une chose. La première chose, évidemment, c'est de présenter la classe. De présenter la classe, de présenter et de dire dès le départ que le problème du film ne sont pas les enfants. Moi, je pense que ça, c'était important de dire qu'on est dans cette classe, ok, c'est un peu le bordel, mais tout de suite, il y a une espèce d'atmosphère plutôt joyeuse et plutôt bon enfant, et que, au fond, quoique bordélique, et que au fond,
le sujet du film ne sera pas un film sur le harcèlement scolaire. Ça, pour moi, c'était important. Une fois dit ça, de montrer l'extrême mixité de la classe au début du film, qu'on est dans un quartier où il y a beaucoup d'enfants d'immigrés, il y a beaucoup... voilà, et que c'était parfois difficile, et que ce que incarne la maîtresse, qui a du mal à maîtriser toute sa petite bande. Oui, et puis aussi comment les enfants réagissent à ça, parce qu'il y a toujours... Enfin, on travaille aussi par rapport à la question première du film, qui était pour nous de dire, ok, dans les écoles où on s'est toujours questionné sur ce film, sur qu'est-ce que c'est la mixité, parce que c'est un mot valise qui peut cacher des peurs racistes, qui peut cacher un vrai idéal de société, qui peut cacher plein de choses. Ça dépend comment on pose la question de la mixité. Est-ce que ça parle des origines sociales, des origines ethniques, etc. Qu'est-ce que c'est la mixité, et est-ce que c'est facile à vivre ou pas pour les enfants et pour les adultes? Qu'est-ce que les adultes projettent? Ces questions de est-ce que les enfants mangent du porc ou mangent pas de porc, de la présence de la religion musulmane dans l'école, et de comment les enfants parlent de la religion, c'est vraiment un truc central dans toutes les histoires qu'on entendait pendant que nous on écrivait autour de l'école. Et même que notre fils nous rapportait, parce que c'est c'est là où il commence à aussi prendre conscience de qui sont les enfants, de qui sont leurs parents, et donc de choix de vie très différents. Pourquoi tu manges du porc, pourquoi t'en manges pas? Donc cette question-là, c'est comme si, pour moi, la maîtresse, elle sait déjà que ça va potentiellement poser des problèmes, et les enfants, ils s'en rendent pas encore compte, mais dans la scène, finalement, ils vont le découvrir. Voilà. Voilà, il y a ceux qui mangent pas de gluten et ceux qui mangent pas de porc. Et en fonction de ce qu'ils mangent pas, on peut savoir de quelle classe sociale ils sont, voilà, ou de quelle origine ethnique ils sont. Donc il y a tout un truc autour de ça. Mais c'est ça qui est très intéressant aussi chez vous, c'est l'incarnation de la toile de fond. C'est-à-dire que rien n'est jamais gratuit. Quand ils vont au jardin partagé, voilà, ça révèle quelque chose. Les personnages révèlent tout le temps quelque chose de la société, de sa complexité, de la complexité des points de vue, oui. etc. Oui, c'est-à-dire que par exemple dans la scène du jardin partagé, mais ça, c'est cette idée que on a beau avoir un idéal de mixité et d'ouverture, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et donc quand il y a cette mère voilée qui vient dans le jardin et qui voit qu'il y a tout un tas d'interdits, si on veut faire partie du jardin partagé, parce que sinon on fait comme ça, on fait pas autrement. Et elle dit oui, en fait, on est libre de faire comme vous. Ça veut dire que voilà, la liberté et l'ouverture, des fois, c'est une image qu'on se donne et qui n'est pas aussi vraie que ça. Mais c'est ça, en fonction de si on appartient ou pas à un groupe. En tout cas, tous les groupes ont leur code et leurs interdits. Et d'ailleurs, il y a un truc marrant, c'est que dans la bergerie où Michel a tourné, donc qui est à Bagnolet, c'est vraiment un endroit où voilà, tous les bobos de Bagnolet, un bobo, ça veut rien dire, c'est comme musulman, mais c'est très vaste. C'est un sens large. Enfin, beaucoup de familles nouvellement arrivées, tout ça, dans des petites maisons, d'ailleurs pas forcément des gens riches et tout ça, adorent, et nous on adorait passer à la bergerie, dans les jardins partagés, etc. Sauf que cette bergerie, elle est installée en bas d'immeubles qui sont des copropriétés pas forcément très riches, et que du coup, les propriétaires de ces immeubles, ils n'étaient pas du tout contents d'avoir des chèvres en bas, de l'odeur, pour eux c'était vraiment qui sont souvent des immigrés de deuxième génération, voilà, et qui se disent putain, mais on accède à la propriété, il y a des cons qui nous mettent des chèvres en bas de chez nous. Voilà, donc, de leur point de vue, c'était juste un peu dégueulasse, ça allait faire baisser le prix de leur appartement. Et du point de vue d'autres classes sociales ou d'autres typologies de personnes, bah, c'est trop cool, quoi. Des chèvres. Voilà. Et ça, comment dire, cette toile de fond qui existe vraiment. Et moi, j'aime beaucoup aussi les personnages secondaires. Hein. Par exemple, Toledano, qui est très révélateur, on le verra dans un extrait suivant. Ça pose quand même à l'écriture... Enfin, en tout cas, moi, je me suis demandé si vous l'étiez posé, la question de la hiérarchie
des intrigues et des personnages. C'est-à-dire comment on décide que cet enjeu-là sera celui de l'intrigue principale, qu'on va traiter des micro-enjeux incarnés par des personnages qui seront secondaires. Voilà. Bah, nous, déjà, on est un peu comme Monsieur Jourdain, on fait les choses sans y réfléchir vraiment, au sens de... on se dit pas à telle page, il faut enfin, il n'y a jamais de règles automatiques. Voilà, mais on sent que ensuite il y a des règles de la comédie, c'est-à-dire qu'au fond, nos deux personnages principaux ne sont pas tellement les personnages de comédie du film. C'est-à-dire que eux, leurs enjeux, on a envie que le spectateur soit avec eux, y compris dans leurs angoisses, et que ce soit les autres autour qui sont des personnages de commedia dell'arte, comme l'institutrice, comme Toledano, et il y a comme ça toute une succession de personnages qui sont vraiment les personnages de comédie, où on va un peu plus loin dans la caricature ou dans la torsion du réel, sachant que le couple central a des problèmes de couple, c'est-à-dire des problèmes assez quotidiens, quoi, et que eux, ils sont assez traités de façon naturaliste. Et nous, on part toujours, je pense qu'on part toujours vraiment, sachant qu'on a tendance à vouloir raconter beaucoup de choses et qu'on aime les personnages, on part toujours quand même d'une intrigue principale qui part autour de, là en l'occurrence, l'angoisse de nos deux personnages principaux, et c'est l'objet de la deuxième scène qu'on a vue, c'est-à-dire que ces enfants qui finalement rigolent pas mal autour de l'absence de leurs ciseaux, mais c'est leur imprécision dans la réponse, et ça c'est un truc typique de tous les enfants. Je sais pas si, en tout cas vos enfants sont comme ça, mais les nôtres sont comme ça. Quand on leur pose une question de savoir si ça va ou si ça va pas, c'est tellement imprécis, et puis parfois on se retrouve avec un détail qui a l'air horrible, qui nous fait partir dans des délires pas possibles, et puis 2 minutes après, non, mais pas du tout. Et puis parfois, des choses très importantes, on les apprend pas du tout. Donc c'est l'imprécision de ce que racontent les enfants, et finalement... inquiétante. Voilà, et très inquiétante pour des parents comme les parents d'aujourd'hui qui se posent beaucoup de questions sur leurs enfants et qui veulent leur éviter tout problème, et qui sont surtout surconscients de tous les problèmes qui peuvent arriver. Donc du coup, on a un peu une sensation qui, quelque part, on doit éviter que notre enfant est dans un jeu de petits horrible, et qu'il faut lui éviter tous les problèmes. Et donc du coup, on voulait parler aussi de cette imprécision, et du coup de l'impossibilité des parents, comme ils vont jamais dans l'école, qui savent jamais ce qui se passe, bah, tout d'un coup, le fantasme démarre. Oui, c'est toujours une question de point de vue. Exactement. Oui. Et pour moi, du coup, il n'y a pas d'intrigue secondaire au sens intrigue secondaire. C'est-à-dire qu'on a besoin d'établir des personnages autour de ces deux personnages pour aussi sentir l'ambiance, etc. Et c'est souvent en creusant les personnages qu'arrivent les intrigues secondaires, parce que du coup, on va utiliser ce qu'ils apportent en fait. À noter que cette anecdote des ciseaux de la bouche et des oreilles coupées est une anecdote qu'on a vraiment vécue. Alors justement, pour revenir au drame des ciseaux... Arrête de sous-entendre qu'on n'a pas d'imagination, c'est chiant. Non, voilà, je vais poser quand même une question pardon, excuse-moi de t'interrompre. On s'était posé la question, évidemment, comme élément déclencheur de l'histoire, est-ce qu'on devait commencer par une scène entre les enfants, qui est ce qu'ils décrivent dans la scène, c'est-à-dire qu'on voit un camion de pompiers avec un enfant qui a été blessé par un autre, etc. Et parce que ça, c'est une vraie question de scénario intéressante. Et progressivement, on s'est dit, mais ce qui nous intéresse, c'est pas tellement ce qui s'est réellement passé ou pas, c'est l'inquiétude des parents. Et effectivement, on est arrivé à cette scène, celle que vous voyez, où finalement, c'est le récit des enfants d'un événement qu'ils auraient vu, mais ils n'en sont pas sûrs, qui inquiète le plus les parents. Et finalement, et ça c'est un truc très important au départ du scénario, que finalement, ce qui se passe à l'intérieur de l'école n'est jamais très clair.
Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que, enfin, voilà, il s'est sans doute passé quelque chose, mais on ne sait pas jusqu'à quel point ils ont été impliqués dans ça. Enfin, voilà. Et ça, c'était vraiment un vrai choix de scénario, ça. Et parce que si je pense qu'on travaille aussi sur l'angoisse dans la société en général en ce moment. Donc, c'est vrai il y a toujours cette sensation qu'il nous arrive à nous à peu près rien, qu'on vit plutôt bien, les gens sont sympas, enfin, des fois ils sont chiants dans le bus, des fois ils sont sympas, des trucs comme ça, mais c'est rare qu'on assiste à des scènes d'une énorme violence, etc. Et qu'on y assiste ou pas, en tout cas on a le récit permanent de ces dangers-là, de ces scènes-là. Et ça occupe une très grande part dans notre esprit. Oui, ça prend la tête à tout le monde. Ça fait même, voilà, c'est d'ailleurs toute personne qui a vu, enfin moi je pense en tout cas, quand on vit une scène assez violente, sur le moment, on réagit d'une façon assez étonnamment efficace, où on est protégé d'une certaine émotion. Alors que le récit de la violence proche, la peur d'une violence qui pourrait arriver, c'est quelque chose de très très handicapant dans la vie. Si ceux qui utilisent mal les flashbacks pouvaient vous entendre là, actuellement, oui, ce serait pas mal. Big up. J'ai juste une petite question comme ça à quel moment en fait les gens peuvent intervenir? Est-ce que c'est au cours du débat ou après? Plutôt à la fin. D'accord, très bien. Vous avez des questions, Ok, d'accord. Non, c'est juste une question comme ça. Oui, pour revenir à donc l'incident déclencheur, le drame des ciseaux. L'efficacité, c'est aussi de jouer l'ellipse après et de retrouver direct Sophia qui emmène Corentin à l'école, sans rien changer aux habitudes, et qui croise Milo et son papa qui partent en voiture, avec le petit qui a le cartable sur le dos. C'est étrange. Et puis, immédiatement après, on comprend que Paul et Sophia, eux, leur enjeu, ça va être de laisser Coco dans le public. Et de ne pas céder comme ça à une espèce de facilité qui trahirait leur valeur. Oui. Alors, entre parenthèses, dans le scénario d'origine, il y avait une scène entre les deux. Justement, ça aussi, c'est intéressant au niveau du scénario. Après cette scène des ciseaux, il y avait une scène où les 4 parents allaient voir le directeur de l'école pour avoir des explications sur cette histoire de ciseaux. Ça, c'est une scène que j'ai tournée. Et que le directeur disait mais que c'était pas si grave que ça, et on comprenait dans cette scène qu'il y avait les 2 parents, pas Édouard et Sophia, les 2 autres, on comprenait qu'ils allaient retirer leur enfant de l'école, et que Édouard et Leïla allaient garder Coco. J'ai tourné cette scène et je me suis dit au montage que finalement l'ellipse c'est toujours intéressant. Parce que si on enlève cette scène, du coup, ça crée un malaise qui est la scène, effectivement, où Leïla part à l'école et qu'elle voit que leurs voisins montent en voiture alors qu'ils habitent à côté de l'école, et que ça crée, du coup, cette question chez le spectateur. Il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas encore précisément quoi. Et la vraie gêne arrivera justement au jardin partagé. Au jardin partagé, où les choses vont être dites. Les choses vont être dites, mais après un moment de flottement très étrange, où les personnages se parlent pas trop, ils se jaugent, ils sont faux cul. Oui. Exactement. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que globalement, au scénar, on en dit toujours trop. Enfin, et voilà, il y a toujours des scènes qui après coup semblent inutiles. Oui, c'est vrai que quand on écrit un scénario, on sait très bien que, mais ça c'est vraiment de la bidouille. On doit convaincre des tas de gens sur un scénario, et souvent les questions sur les intentions reviennent. Qu'il y a des lecteurs pour le coup qui ne comprennent pas. Mais alors, à quel moment je prends un exemple. Le regard du père sur lequel je finis. Tous les spectateurs comprennent qu'il est en train de se dire que ça craint et qu'il va faire quelque chose. Ben ça, on peut pas l'écrire dans un scénario. Parce que on peut pas. Parce que le premier réflexe d'un lecteur va dire ça se joue pas. Oui, voilà.
Voilà. Et donc, alors que là, on lit ce qu'il y a dans sa tête. Donc, on a toujours tendance, nous, en tout cas, dans un scénario, à un peu sursignifier les choses pour que le lecteur comprenne bien les intentions. Et puis ensuite, très souvent, à la mise en scène, on enlève des trucs. Mais pour être tout à fait sincère, on écrit aussi des scènes parce qu'on doit prendre conscience de ce qu'on veut écrire, parce que finalement, au départ, on écrit tout. Ensuite, on retire. Oui, il faut marquer. Pendant l'écriture, à chaque version, on retire des scènes. À chaque version, on crée des nouvelles ellipses, mais quand ça part en tournage, souvent, on a la sensation qu'on est au bout de ce chemin-là. Or, pas du tout. Non, bien sûr, au tournage, puis ensuite au montage, je passe mon temps à enlever des phrases, à enlever, parce que c'est aussi le grand plaisir de l'ellipse, de savoir jusqu'où on peut aller pour que le spectateur comprenne. Ça, c'est une question qu'il faut toujours se poser. Ouais, mais il y a un mystère, moi, je trouve, qui est toujours intéressant, en général, en tout cas, dans mon ressenti de ces choses-là, c'est qu'on ne sait jamais vraiment, il y a souvent des traces qui restent des choses qu'on a enlevées mais qu'on a écrites. Et c'est vachement intéressant, parce qu'on écrit des choses que finalement on enlève et que parfois les gens perçoivent. Et je pense que si on les avait pas écrits, en même temps il les fallait pas dans le truc, mais si on les avait pas écrits, peut-être que finalement la continuité aurait pas été aussi claire. Oui. Sans doute, c'est la sédimentation. Ouais. Ça c'est génial. Oui, Ouais. c'est d'où besoin de couches et de versions, c'est sûr. Absolument. Ouais. Alors, pour avancer un tout petit peu dans l'histoire, je reviendrai sur la question du ton un peu plus tard, parce que ça m'interroge. Le ton, savoir jusqu'où on peut aller dans le ton. Mais je pense que peut-être le prochain extrait nous aidera à répondre à la question. Donc, plus on avance dans l'histoire, mais pour que l'histoire commence vraiment, en fait, il faut qu'on comprenne bien quels sont les enjeux des personnages. Et ça, c'est le moment qu'on appelle le nœud dramatique. Et si vous voulez aller voir dans le scénario, c'est séquence 14-15, page 16 à 19. Je vais regarder moi aussi. Ouais. J'aime bien comprendre notre propre scénario grâce à toi. Et là, on remarque qu'il y a exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on va être dans une éthique de la résistance et de l'enseignement public chez les parents, et puis dans une envie d'être avec les autres pour Coco. Oui. Donc on a deux enjeux, parents-enfants, contradictoires, donc des enjeux qui se séparent et qui ne se retrouveront qu'à la fin. Oui, absolument. Donc parce que l'histoire lui, peut commencer. de son point de vue d'enfant, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est qu'il soit avec ses copains. Lui, évidemment, toutes ces histoires d'école publique, d'école privée, ça lui passe totalement au-dessus de la tête. Et donc, il rame, les parents rament pour lui expliquer que l'école publique, c'est important, etc. Parce qu'il est pas du tout là-dedans, quoi. Et ce qui est marrant aussi, c'est de voir le conformisme des enfants, avec évidemment un personnage comme Paul, qui est complètement aux antipodes, qui est le rebelle, le punk, qui exècre le conformisme, et qui va prendre conscience à la fin que, bah oui, son enfant, il veut juste être avec ses copains, les autres, et que les questions de Dieu, etc., voilà, c'est pas la question. Oui. Ça a été la question à un Oui. moment dans le film, Oui. mais c'est pas ça la vraie question. Absolument, absolument. Et donc voilà, c'est. Les enfants sont de droite, comme chacun sait. Alors, le nœud dramatique, il plante une séparation entre enjeu des parents et enjeu des enfants, enjeu de l'enfant en tout cas, mais des enfants, à mon avis, en général. Et puis plus tard, on a assez rapidement des dissensions qui apparaissent dans le couple entre Paul et Oui, alors c'est. Sophia. Excuse-moi d'interrompre tout le temps, mais non, mais je rebondis sur ce que tu dis. Pour nous, c'était très important que dans cette première partie du film, le premier quart d'heure, Paul et Sophia soient exactement sur la même longueur d'onde, et que ça soit un couple qui s'aime, ou qui ait aucun doute là-dessus, que ça soit une famille harmonieuse,
et qui fassent front et qui sont très choqués par l'attitude de leurs copains qui, au premier incident, enlèvent leur enfant de l'école. Ça, c'était pour poser le sujet, c'était important, et que voilà, le problème entre eux va venir dans un deuxième temps. Oui, c'est ça, l'unité se fissure. Hein. Oui. Oui, parce qu'ils sont... Parce que vraiment, à partir du moment où ils s'inquiètent vraiment pour leur enfant, et que si leur enfant leur raconte ce qu'on dit sur lui, tout d'un coup, c'est leur propre histoire qui se révèle. Et ils n'ont pas du tout eu la même histoire. Et donc, du coup, quelque part, ils sont tout d'un coup tirés à nouveau vers... dans la difficulté, ils sont tirés à nouveau de là d'où ils viennent, quoi. Enfin, attirés à nouveau. Oui, d'ailleurs, j'en parlerai plus tard, mais il y a 2 séquences en miroir très très belles pour moi. Quand tout va mal, Paul et Sophia sont provisoirement séparés et chacun se réfugie du côté de son ascendance. Paul, dans cette très belle séquence onirique où il se confie à ses parents morts, pardon pour le spoiler, et Sophia qui, elle, emmène son fils dans l'appartement de son enfance, qui est désormais habité par des Asiatiques, mais peu importe, qui ont gardé la lampe. Et ça, c'est vraiment des séquences magnifiques, je trouve, hein. De personnages qui retrouvent la profondeur de leur généalogie, quoi. Comme refuge. Comme refuge. C'est là aussi une séquence entre parenthèses que UGC, je les nomme, a tout fait pour me faire couper parce qu'il trouvait que ça n'avait aucun intérêt. Ouais, d'accord. Et non, vous avez bien fait de résister. Après, c'est vrai que oui, c'est cette question. C'est par rapport à ce que tu disais, il y a tout un truc, c'est-à-dire qu'il faut être efficace. L'efficacité, c'est important dans un scénario. Et puis à un moment, si on est efficace tout le temps, ça risque de tuer le film. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui ne servent à rien, entre guillemets, ou qui servent. Alors, ça sert pas du tout à rien, et ça respecte en plus le code de la comédie. Ça sert à beaucoup. Sous trame romantique, ce qui est le cas, qui est ça qu'on sert a à les l'émotion, personnages ça voilà, sert séparés et qui vont chacun trouver refuge auprès de ce qui les réconforte. Ben oui. Là, en l'occurrence, c'est leurs parents, mais dans Oui. une comédie romantique Oui. traditionnelle, ce serait les amis, ce serait la nourriture. Ce serait... Oui. Non, mais absolument. Un absolument. bon gros pot de glace. Voilà, donc c'est pas du tout gratuit. Non, c'est mais pas je du suis tout bien gratuit. d'accord avec toi. Après, on a l'impression d'une pause narrative, Oui. parce qu'effectivement, ça fait pas avancer l'histoire en tant que telle, Oui. c'est pas de l'action, mais c'est vraiment 2 très très belles séquences, je trouve, qui permettent d'aller encore en profondeur dans la révélation de qui sont profondément les personnages. Absolument, absolument. C'était important, par exemple, sur le personnage de Paul, qui à ce stade du film peut paraître à certains à la limite de l'antipathie, parce qu'il a quand même été loin, de lui redonner son contexte, de savoir un tout petit peu d'où il vient et comment il se ressent très blessé par la façon dont les choses se sont passées. Après, pour l'antipathie, on est toujours dans l'empathie des personnages parce que vous êtes extrêmement, même si vous vous moquez beaucoup d'eux, vous êtes extrêmement bienveillant avec les personnages, donc il n'y a jamais de risque. Ça, c'est la question de l'empathie et de l'antipathie. C'est une question que de façon très récurrente, on a toujours dans l'écriture de nos scénarios et qu'on a très souvent avec nos producteurs. Parce que en même temps, ce qui est intéressant, c'est on ne fait rire qu'avec les défauts des gens. Et donc, on a toujours à cœur quand même d'aller loin dans leurs défauts et qu'on soit à la limite parfois, peut-être joué par exemple par d'autres comédiens que ceux-là. Une même scène peut paraître très très violente ou dure. Enfin, non, on joue toujours quand même avec la limite de la sympathie et de l'antipathie. Mais il y a un truc, par exemple, et c'est pas seulement les défauts, c'est aussi des antagonismes. Là, en l'occurrence, quand on a des personnages comme, d'un côté, Paul, qui est, on va dire, extrêmement bouffeur de curé, voilà, contre les religions, etc., donc qui parfois va être carrément intolérant vis-à-vis de ceux qui ne croient pas, de ceux qui croient, pardon, et que de l'autre côté, à un moment, il va rencontrer, ou en tout cas, il croise le chemin
de Dounia, qui, elle, croit vraiment et ne remet pas ça en question. On a eu vraiment beaucoup de problèmes, notamment avec la scène, où Sophia venait pour lui amener des légumes, et puis qu'elle lui dit moi j'ai un gros problème, mon fils, il faut arrêter de lui dire ça, et que Dounia lui dit ben oui, mais moi je suis désolée, c'est pas de mon fait, en fait, oui, les incroyants ils vont en enfer, mais si je pouvais changer quelque chose, je le ferais. Alors ça, vraiment, c'était la première scène où elle était là, et nos producteurs nous disent mais putain, c'est hyper violent, vous pouvez pas faire parler une meuf voilée comme ça, ça donne l'impression qu'elle est intolérante, ça la rend très antipathique. C'est la conviction religieuse. Exactement. Et nous, on se prend la tête en disant mais non, elle n'est pas antipathique, on met face à face deux personnes qui vivent les choses d'une façon totalement différente et qui sont pas d'accord. Et si moi, je ne crois pas en Dieu et que je rencontre quelqu'un qui croit en Dieu, elle va me dire bah oui, si tu crois pas en Dieu, tu vas aller en enfer. Et moi, je vais te dire croire en Dieu, c'est une connerie. Et on sera très violents l'un envers l'autre. Ça veut pas dire qu'après, ils vont pas se rencontrer. Mais du coup, oui, c'est difficile. C'est des choses difficiles parce qu'on sait qu'on touche des endroits touchy. On n'a pas du tout envie de faire de Dounia quelqu'un d'antipathique, mais on a envie d'assumer ça jusqu'au bout. Bah, c'est en même temps assumer sa caractérisation et la tenir. Si elle dit pas ça dans cette scène, je vois pas l'intérêt. Si elle dit poliment, ah bah oui, je lui dirais. Non. Mais on va voir, c'est dans le troisième extrait que j'ai sélectionné, le dîner. Oui. Où tout va éclater. Mais on peut passer au deuxième extrait, oui. Alors on en avait parlé, Michel, oui. de cette séquence de sortie d'école qui est très courte, d'autant que bon, c'était un petit peu commencé, donc on n'a pas vu beaucoup. Mais cette séquence avec effectivement des femmes voilées et Édouard Baird et quelques autres femmes. Et c'est, je crois, dans mon souvenir, dans le scénario, c'est quelques femmes voilées. Et tu me disais que... Oui, alors... Déjà, ouais, je pense que ces scènes-là sont vraiment à la limite de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut s'autoriser à faire ou pas. Et vraiment, peut-être, ça nous a demandé beaucoup de discussions de où est la limite, où est... voilà, je pense. Oui, mais il y a un truc vraiment que je trouvais ça intéressant sur le tournage. Donc je devais effectivement, il y a écrit dans le scénario, Paul est j'ai pas le texte là, mais Paul est à la sortie de l'école et il y a pas mal, je sais pas le texte exact, mais il y a pas mal de femmes voilées à la sortie de l'école. Donc à partir de là, on doit filmer ça, sachant que dans la scène d'après, il dit qu'il se sent un peu oppressé par ça. Donc, je me souviens d'un débat. Il y a écrit quoi exactement? Il y a marqué... Seul homme au milieu des mamans, dont la plupart sont voilées. Voilà, donc c'est ça. Donc il faut filmer ça. Et ça, en fait, c'est pas évident parce que je me suis aperçu en filmant que c'est une question de morale. C'est-à-dire que le nombre de femmes voilées que je mettais à la sortie de l'école était une question... J'ai commencé par en mettre quelques-unes. Et ensuite, je regarde ce que j'ai filmé et je me dis, mais en fait, on a l'impression qu'il y en a quelques-unes. Et ensuite, dans la scène d'après, quand il dit « je me sens mal à la sortie de l'école », on se dit, mais en fait, il exagère. Il exagère parce que du coup, franchement, il y a quelques femmes voilées. Et finalement, ça renforce un côté assez antipathique sur le personnage d'un mec qui n'accepte pas l'autre, qui n'accepte pas la différence. Et donc, en filmant, je me suis dit qu'il valait mieux en mettre plus, quitte à ce que ça ne soit pas réaliste, parce qu'on a vraiment l'impression que quasiment toutes les femmes sont voilées à la sortie. Il y a des écoles où c'est tout à fait réaliste, enfin il faut l'assumer, mais il y a toutes sortes d'écoles, il y a des écoles où il y a beaucoup de femmes voilées, des écoles où il n'y a pas beaucoup de femmes voilées qui atteignent à la sortie. Mais c'est vrai que c'est terrifiant de devoir le réaliser
comme ça, c'est un choix complètement arbitraire de qu'est-ce que c'est que cette école et qu'est-ce qu'on veut raconter. Et effectivement, s'il met moins de femmes voilées à la sortie, ben, le personnage passe du côté raciste, complètement intolérant. S'il en met plus, on se pose la question de se dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de dire, je sais pas, qu'il y a que des femmes... Enfin, est-ce qu'on n'est pas zémourien à mort en train de dire, Oui. finalement, que la France est entièrement voilée Mais ce qui était important pour moi, c'est donc la scène d'après, qui est donc la première dissension entre les deux personnages, entre Sophia et Paul, sur cette question. Donc il faut quand même que pour le spectateur, les choses soient à peu près signifiantes dans ce qu'on filme à cette sortie d'école. Mais en tout cas, au tournage, c'était pour moi le moment qui a été le plus compliqué, parce qu'entre autres, on filmait avec beaucoup de gens qu'on connaissait nous-mêmes, parce qu'on a filmé dans l'école beaucoup de figurantes et par exemple de femmes voilées qui avaient leurs enfants dans cette même école. Et puis il y avait d'autres figurantes qui étaient aussi des mères d'enfants qui étaient dans l'école et à qui j'ai dû demander de mettre un voile. Et ça, c'était vraiment l'expérience la plus étrange du tournage, parce que ça les faisait chier. Ce qui était encore plus étrange, c'est que quand tu as découpé et que celles qui n'étaient pas vraiment voilées les ont enlevées en faisant « Ah, ouf, enfin !» pendant que les autres qui étaient vraiment voilées faisaient la les gueule. regardaient comme ça. Et Ouais. c'était assez marrant parce que c'était la première fois que, voilà, du coup, s'exprimait un rapport comme ça de chacun au voile, alors que tous les jours, c'est des gens qui se voyaient le matin sans s'en parler, ni de l'absence de voile des uns, ni du voile de l'autre, quoi. On verra d'ailleurs à la fin, hein, parce que ça c'est un point final assez intéressant, cette histoire de voile. Oui. On voit à quel point c'est toujours obsessionnel dans la société. Donc voilà. Et donc il m'a semblé voilà que le spectateur devait avoir l'impression qu'il y a beaucoup de femmes voilées pour que la scène d'après soit juste et forte. Et puis parallèlement, je pense que d'ailleurs sur les extraits choisis là, c'est vraiment la même chose qui se dégage avec Toledano. C'est un petit peu ce truc de la perception, on va dire, des personnages et en particulier de Paul, d'avoir l'impression que finalement le monde extérieur est de plus en plus régi par les lois de la religion et que lui c'est quelque chose qu'il supporte pas, et en même temps c'est pas des curés, c'est pas des gens issus ni du pouvoir ni de sa propre origine. Donc lui il y a ce truc où il veut absolument dire mais comment ça, et en même temps il sent bien qu'il frise un truc, potentiellement on pourrait l'accuser de racisme, et donc il est vachement attaché à cet anticléricalisme là, sauf que cet anticléricalisme, quand il s'attaque à des juifs ou à des musulmans, il n'a pas le même sens. Oui, et c'est là où on arrive à la limite, au fait que ce personnage-là, sans même s'en apercevoir, est en train de passer de l'autre côté. Si je puis dire, qu'il y a cette tentation du côté obscur de la force, quoi. Et voilà, et à côté de ça, on a le personnage de Sophia qui, même dans cette première scène avec Toledano, est déjà non pas dans la négociation, mais dans le dire, ben non, faut accepter. Donc, faut accepter la différence de l'autre. Faut pas être droit dans ses bottes comme tu l'es. Et donc voilà, à partir de là, il y a une faille qui se crée entre les deux, où d'un côté il y a celle qui dit non, il faut respecter l'autre, même si ce qu'il exprime est aux antipodes de ce que je pense. Et de l'autre côté, quelqu'un qui dit ben non, moi je veux rester fidèle à moi-même, à mes idées, quel que soit mon interlocuteur. Ce qui est intéressant aussi avec cet enchaînement de séquences, et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on voit tout à la suite, c'est que, comme je disais tout à l'heure, tout est utile sans que forcément le spectateur s'en aperçoive. C'est que Toledano, il est assez fondamental dans cet enchaînement. Alors que c'est un personnage secondaire et que la scène est très folklorique. Et ça permet déjà de faire retomber la montée de tension de la supérette.
Parce qu'on a deux personnages qui montent en tension, qui se confrontent, et puis on a une scène qui vient casser la confrontation et amener vraiment à autre chose. Mais sauf que cette autre chose va être utilisée immédiatement après, puisque Toledano sert à lancer, enfin il sert pas, mais en tout cas il permet de lancer. C'est le prétexte. Hein, ouais. C'est le prétexte, voilà, à la scène suivante avec Coco, qui parle de Dieu à l'école, et qui finalement fait se positionner ses parents. Oui. Et ce positionnement, en fait, ce nouvel enjeu du couple sera tenu jusqu'à la fin. Ah ben c'est ce qui va les faire exploser. Et sera exacerbé par le dîner, justement, ce fameux dîner, avec Dounia et son mari. Oui. Oui, bah oui, je sais pas quoi dire d'autre, mais oui, c'est tout à fait ça, si ce n'est que voilà, en fait, c'était aussi une idée qu'on avait sous-jacente de faire un film sur les deux gauches qui souvent aujourd'hui s'affrontent et que ça soit à l'intérieur même d'un couple. Donc qui est la gauche d'un côté qui est incarnée par Paul, qui est un peu la gauche Charlie Hebdo. Peut-être pas Charlie Hebdo, mais en tout cas une gauche voilà très laïcarde, très à cheval sur des valeurs héritées de mai 68, sur anti-ordre, anti-État, anti-religieux, et de l'autre la gauche qui devient et potentiellement l'ordre, l'État et le parce que c'est ça aussi. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Et qui a ce danger comme ça de devenir pas très tolérant, et de l'autre côté la gauche. Qui défend les minorités. Qui défend toujours les minorités, les pauvres, etc. Et que parfois, on peut taxer je sais pas, aussi d'injuste, de raciste. Et qui est choquée quand elle est victime de discrimination positive. Parce que Sophia, absolument. Juste après, elle se rend compte qu'en fait, elle a eu un avancement, elle est montée dans son cabinet d'avocat parce qu'il fallait faire monter une personne d'origine maghrébine. Bah oui, parce que ce qu'on voit d'elle, de Sophia, c'est que c'est quelqu'un de certainement de très ambitieuse. C'est quelqu'un certainement qui a dû pas mal se battre. C'est quelqu'un dont on imagine qu'elle était très bonne à l'école. Et donc c'est pas quelqu'un qui c'est quelqu'un qui a passé le périph' aussi, donc qui a changé de milieu social, qu'on imagine, enfin c'est totalement hors champ, mais toute sa vie parisienne entre 20 et 35 ans, on imagine est très différente de son enfance, et qui donc à un moment donné dans sa vie n'a pas envie d'être assigné à ses origines, et n'a pas envie qu'on dise c'est parce que t'es maghrébine qu'on te donne un poste. Bah oui, déjà c'était vraiment l'envie de prendre à rebours, d'imaginer qu'on puisse attaquer son employeur parce que c'est une contradiction qui est super intéressante, parce qu'on voit bien aujourd'hui que en mettant tellement soi-disant en valeur les films de femmes, dès qu'on dit qu'on est pour la discrimination positive, de la diversité et des femmes, etc., on entend aussi beaucoup de gens qui disent mais c'est parce qu'il est arabe qu'il est pris, c'est parce qu'il est pédé qu'il est ceci, c'est parce qu'il est c'est parce que c'est une femme, et quelque part cette discrimination positive elle comment on appelle ça, elle discrédite ce que les gens font. Non seulement elle le discrédite, mais en plus, il y a une espèce de truc poisseux de Sophia qui se dit mais en fait, on me dit bravo pour un truc qui, en général, est difficile à vivre dans la société. Et c'est d'autant plus marrant que cette scène, par exemple, il y a eu des articles d'une nana qui est proche des indigènes de la République, etc., qui a fait un article très très violent sur le film, ce qui n'est pas étonnant, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même analyse, on va dire, des situations, même si on s'intéresse vraiment au même sujet. Et elle disait mais que c'était vraiment un scandale de raconter qu'il y avait des gens qui vivaient la discrimination positive. Et ça, c'est vachement intéressant, parce que quand on écrit un film comme ça, on sait très bien que tout ce qu'on écrit dedans peut être utilisé contre nous
Et que quelque part, et d'ailleurs c'est la règle du jeu, mais quelque part c'est très compliqué quand on écrit parce qu'on se dit, ah, alors, ce que disait le producteur, la femme voilée dit ça, qu'est-ce que ça veut dire sur les femmes voilées? Puis après elle fait ça, qu'est-ce que ça veut dire là-dessus? Puis après, et donc c'est comme si tout avait un sens. Tout est sursignifiant sur Tout est ces sujets. sursignifiant et nous il faut qu'on joue avec ça. Et qu'on le maîtrise. Et alors moi, il y a le truc qui m'a vraiment réjoui à la sortie du film, c'est que les critiques du film étaient vraiment faits selon la grille de lecture de celui qui écrivait la critique. Donc il y a, je sais pas, il y a un journal, c'est pas Valeurs Actuelles, mais enfin d'extrême droite, qui a dit, qui a titré le film dont rêvait Najat Vallaud-Belkacem. Sous-entendu, c'est vraiment la gauche bobo, etc. Et puis il y a les indigènes de la République qui dit mais qu'est-ce que c'est que ces trucs affreux, racistes, etc. Bref, chacun a vu le film sous sa propre grille de lecture, et ça, c'est exactement ce que je voulais faire. C'est-à-dire un film où, selon à chacun de se positionner par rapport à l'histoire qu'on raconte. Moi, je suis pas là pour asséner, mais je suis là plutôt pour exposer. Finalement, le truc qui pose le moins de problèmes, c'est la religion, parce que là, vous avez un espèce d'œcuménisme satirique. Tout le monde s'en prend tout le temps plein la... C'était un peu l'idée, c'est que tout le monde s'en prenne plein la gueule. Et à égalité là-dessus. Oui, hein. oui. Ouais, Mais je dirais que les laïcards aussi s'en prennent plein la gueule. Oui, aussi, ouais. Aussi. Alors, je sais pas, il est déjà 6h moins 10. Donc, La dernière scène. peut-être on va passer pas à cet extrait, mais le dernier extrait, si c'est possible. C'était quoi l'extrait C'était le dîner. Le dîner qui d'ailleurs, je vous encourage à regarder la séquence. Ah bah le dîner alors. Le dîner. Je rebondis sur ce que tu disais Michel tout à l'heure. Le dîner qui permet aussi de montrer l'écart entre Sophia et son ex-petite amie du lycée, le mari de Nadir, Dunia, voilà, Nadir, hein, le papa de Redouane, qui lui n'est pas parti. Oui. C'est dommage, ouais. Mais bon, il y a déjà des choses quand même très intéressantes qui ont été dites. Et puis, faut voir la suite et lire la suite. Non, mais sinon, on va aller au bar. Mais on va aller au bar. Si vous voulez, et si vous avez des continuer un questions, peu, voilà, vous pourrez les poser tranquillement.